L'idée de faire de l'argent à partir du néant a vite suscité son enthousiasme. J'ai réussi! Ça marche! Le baron de Montesquieu est ici. Il souhaite vous rencontrer, monseigneur. Que me veut-il, celui-là? Encore un Français parvenu qui cherche les trésors que j'aurais cachés. Et la couronne parle de détournement de fonds. Quelle impudence! Voici donc le grand John Law de Lauriston qui a entraîné la France dans la faillite et la misère. Baron de Montesquieu, quelle insolence éhontée! Je n'ai pas de temps à vous accorder. Vous m'avez assez offensé avec vos écrits calomnieux. Sortez immédiatement de ma maison! Pourquoi avez-vous quitté Paris si soudainement? Parce que j'étais en danger. J'ai dû prendre la fuite. En prenant soin d'emporter les pièces d'or de la couronne? Non, il s'agissait de mon or. Et d'ailleurs, les soldats français se sont empressés de me le dérober. Dérober? Ils vous l'ont confisqué, en vertu de votre propre décret, qui stipule que personne en France n'est autorisé à posséder de l'or. Il fallait que je sauve la nation. Je n'avais pas le choix. Plus personne ne voulait de mon papier-monnaie. Et tout le monde demandait à récupérer son or. Parce que vous avez fait sombrer le pays dans le marasme? Comment osez-vous dire cela? J'ai réussi à résorber la dette publique en 2 ans. Je me suis battu pour vos compatriotes. J'ai tout fait pour qu'ils aient du pain et du travail. Et beaucoup d'entre eux sont devenus riches grâce à moi. Je dois bien le reconnaître. Vous avez été habile et il vous a fallu peu de temps pour effacer la dette de l'État. Mais ce succès a eu un prix. Quelques années plus tard, votre papier-monnaie a entraîné la nation dans la ruine et la faillite. En faisant tourner la planche à billets de manière incontrôlée, on crée de l'inflation et on dévalue la monnaie. C'est toujours le même mécanisme. L'État est tenté d'imprimer de la monnaie pour pouvoir dépenser plus. Il faut sortir de cette spirale. Des règles sont nécessaires et elles existent. Comme on l'a encore vu récemment avec la crise de l'euro, il suffit de les appliquer suffisamment tôt et de les respecter dans la durée. Ils ont osé m'accuser d'être à l'origine du désastre, d'être seul responsable. Puis ils m'ont chassé comme un chien galeux, quelle bande d'ingrats. Et pourtant, j'ai fait ce que personne n'avait jamais réussi à faire. Avec mes idées, il aurait été possible de réinventer le monde. Le succès était tout près. Il était juste là. Ils m'ont dérobé ma vie. Je suis un homme brisé. Le Conseil d'État a poussé la cruauté jusqu'à me prendre ma femme et ma fille. Depuis maintenant 9 ans, je n'ai pas pu les voir une seule fois. Aujourd'hui, il n'y a plus guère que mon fils, qui égaie encore mon existence. Et aussi l'espoir. Car j'espère de tout cœur qu'un jour, ceux qui ont trahi le peuple français seront montrés du doigt. Et ce jour viendra, je suis confiant. Vous, Montesquieu. Monsieur. Vous leur transmettrez mon message. Avez-vous la moindre idée de ce qui a pu entraîner le pays dans cette situation économique désespérée? Je vais vous le dire, écoutez bien. John Law avait acquis la certitude que lorsque la masse monétaire est limitée par la quantité d'or et d'argent disponible dans un pays, cela peut nuire à l'économie en l'empêchant de se développer et en inhibant la croissance. C'est pourquoi il jugeait nécessaire de combler le manque de liquidité par le papier-monnaie. Je voulais que la France prospère grâce à une économie florissante. Pour atteindre mon but, j'ai dû briser le lien de dépendance qui nous enchaînait alors. Et ma stratégie a fonctionné.
Du moins jusqu'à ce que ces sombres imbéciles entreprennent de saper la confiance du peuple. La confiance? La confiance, rien de plus. Dans tout rapport humain, la confiance est nécessaire. Et bien sûr, plus les enjeux sont importants, plus elle doit être profonde et inébranlable. Mais le Conseil d'État et le Régent vous ont pourtant toujours témoigné leur confiance. C'est du moins ce qu'il me semblait. Non, ils ont seulement détruit celle que les Français avaient placée en moi. Ce faisant, ils se sont trahis. Ils ont trahi le peuple. Et ils ont privé la France des énormes possibilités qui s'offraient à elle. Je regrette, mais j'ai du mal à saisir où vous voulez en venir. Montesquieu, faut-il dans tout vous expliquer? Vous êtes peut-être un homme cultivé, mais en revanche, vous êtes un piètre philosophe. Et vous n'avez absolument rien d'un scientifique. Comprenez-vous quelque chose en mathématiques? Savez-vous quel sentiment peut éprouver un joueur lorsqu'en un laps de temps plus bref qu'un battement de cils, il calcule la probabilité de voir apparaître sur la table une carte qui lui fera perdre ou gagner une somme considérable? Oui, dans le fond, les cartes étaient tout simplement l'expression de ma passion sans limite pour les mathématiques. J'ai toujours gagné. Presque toujours. À Édimbourg, il y avait des salons de jeu. Il s'agissait de clubs huppés, fréquentés par les nobles et de belles femmes. Pendant sa jeunesse, John Law adorait l'ambiance qui y régnait. Il jouait aux dés, aux cartes ou au pharaon, une sorte d'ancêtre de la roulette. Et, bien sûr, il faisait connaissance avec toutes ces dames. C'était un jeune homme très élancé et charismatique. C'est un peu comme quand Georges Clooney entre dans une pièce. Les femmes se retournent et le dévorent du regard. Je ne pouvais pas et je ne voulais pas résister à cet univers. Je savais que c'était un univers vaniteux et corrompu, mais je m'en accommodais. Et puis un jour, j'ai fini par avoir une révélation qui a changé le cours des choses. Après de longues heures à la table de jeu, j'avais perdu tout mon héritage. Et il m'est soudain apparu comme une évidence que seules les mathématiques déterminaient le résultat d'un jeu de hasard. À partir de cet instant, il n'y avait plus de magie, plus de mystère. Je voulais en savoir plus et comprendre toute la logique. Je voulais contrôler. Auparavant, j'avais toujours joué de façon intuitive et irraisonnée. Pour gagner, il faut savoir compter en une fraction de seconde. La probabilité est la clé du succès et vous n'avez que très peu de temps pour la calculer. Il faut prévoir en un clin d'œil. Le jeu et les femmes occupaient manifestement une place centrale dans sa vie. Il est parti à Londres après avoir dilapidé tout son héritage. Il voulait prendre un nouveau départ, et Londres était la Mecque des mathématiciens. C'est là-bas que les premières sociétés d'assurance ont vu le jour. On y calculait donc le risque et les probabilités. Et John Law a voulu appliquer ces sciences aux jeux de hasard. Il voulait calculer le risque inhérent aux différents jeux, ou la probabilité que telle ou telle carte soit jouée. C'est ainsi qu'il s'est fait une solide réputation à Londres. Il est devenu tellement célèbre qu'on parlait même de lui dans les salons à l'étranger. C'était un Casanova. Il était beau parleur, élégant, charmant.
La haute société ne fréquentait pas ces salons uniquement pour les jeux. On pouvait y côtoyer des personnes de son rang, discuter de politique ou de l'évolution de la société. C'était avant tout un lieu de rencontre. Il faut savoir compter vite et ne jamais laisser l'émotion prendre le pas sur la raison. Ce sont les chiffres qui déterminent les probabilités, et l'avantage des chiffres, mon cher Montesquieu, c'est qu'ils sont toujours fiables. Le problème, c'est les hommes, leur inconstance, leur irrationalité, leur manque de bon sens. J'avais tout calculé, mais les hommes étaient la seule véritable inconnue dans mon équation. Bien entendu, John Law faisait sensation. C'était la première fois qu'on voyait quelqu'un capable de calculer une probabilité aussi rapidement. Je peux analyser la situation en un clin d'œil. Quand il reste 2 cartes à dévoiler, ou bien une seule, en quelques fractions de secondes, je peux évaluer mes chances de remporter le pot. John Law a alors décidé d'adopter une approche scientifique du jeu. À la différence de ceux qui jouaient pour se détendre ou parce qu'ils étaient riches et trouvaient cela amusant. C'était un scientifique assis à une table de jeu. Il n'est pas surprenant de voir un économiste fréquenter ce milieu. Aujourd'hui, les gestionnaires de fonds d'investissement sont souvent de bons joueurs de poker. Rapidement, il a été obsédé par son système. Il cherchait à le perfectionner et à adapter le calcul des risques à d'autres domaines de la société. Peu à peu, il a développé des idées applicables à l'échelle d'un État. Messieurs, faites vos jeux. Les marchés financiers sont aussi un jeu, avec des informations incomplètes. Il faut calculer des probabilités, connaître les principes économiques fondamentaux, comme tout joueur rationnel. Law avait un système. Même en jouant, il pensait comme un économiste. Cela a fait de lui un multimillionnaire. Il a gagné une fortune. Bien sûr, il s'est également fait des ennemis, car beaucoup de nobles ont perdu de grosses sommes en jouant contre lui. En me battant en duel, j'étais passible de la peine de mort, j'en étais conscient. Mais quand on est un homme d'honneur, on ne se soucie pas de ces choses-là. C'était une grave erreur. Et je l'ai toujours regretté. John Law a aussitôt été arrêté et emprisonné. À l'issue de son procès, il a été condamné à mort par pendaison. Mais il avait des amis très riches qui ont versé une petite fortune pour qu'on le laisse s'enfuir. Il n'a eu qu'à pousser la porte de sa cellule et à sortir pendant que ses gardiens faisaient semblant de dormir. Ça n'avait rien d'une évasion spectaculaire. Puis il a sauté dans le premier bateau et il est allé à Paris. Montesquieu, où étiez-vous donc quand il n'y avait plus rien à manger à Paris? Pardon? Je parle du Paris que nous connaissions il y a 15 ans, à l'époque où Louis XIV était encore en vie. Comment vous sentiez-vous dans le royaume de France, qui était alors totalement ruiné? Il n'était pas aussi ruiné qu'aujourd'hui. C'est faux! Vous savez que la quasi-totalité des recettes publiques était consacrée à rembourser les intérêts de la dette, que le chômage appauvrissait la moitié de la population, que les pillages et les meurtres empoisonnaient la vie quotidienne des Français, y compris des Parisiens. J'ai eu l'occasion de me pencher sur ce sujet et j'ai lu dans un rapport que 30 000 personnes avaient trouvé la mort en l'espace d'un seul hiver. Ne seraient-elles pas mortes de faim et de froid? Comme vous le savez sans doute, certains enfants affaiblis par la famine en étaient réduits à brouter dans les champs comme des bêtes. Je sais. Ah bon? Et qu'avez-vous fait?
Je vous en prie, vous êtes ridicule. Ridicule. Pas tant que ça. Louis XIV avait totalement ruiné la France par sa politique, ses aventures militaires et les dépenses immodérées de la cour. Il avait fait exploser la dette publique à tel point qu'à la fin de son règne, le seul remboursement des intérêts engloutissait environ 60% des recettes de l'État. À cette époque, la France était de facto en faillite. Le pays était confronté à une grave crise de l'emploi et sombrait dans la misère. On estime qu'environ la moitié de la population était touchée directement ou indirectement par le chômage de masse. Je vous rappelle que la France, le pays le plus riche du monde, et Paris, qui jouissait d'une puissance sans égale, était en proie à l'insécurité, au brigandage, au meurtre, au vol et à l'anarchie. Parce qu'il n'y avait de l'argent nulle part. Personne n'en avait. Ni le roi, ni l'État, ni qui que ce soit ne possédait de pièces d'or. Et les pièces d'or étaient le seul et unique moyen de paiement que les gens connaissaient. Le seul. Par conséquent, la faim et la peur ont perduré. Montesquieu, faites-vous semblant d'avoir perdu la mémoire? Ou avez-vous vraiment oublié dans quel état était la France avant 1715? La nuit, les gens étaient contraints de se barricader chez eux pour ne pas être agressés. Ça devait être terrible. Le moindre rhume pouvait très rapidement dégénérer en une pneumonie mortelle. Cette situation désastreuse a dû profondément marquer John Law. L'économie était exsangue et le commerce tournait au ralenti parce que les gens n'avaient plus de pièces de monnaie. C'est alors que Law a élaboré un projet pour venir à bout de cette misère. Il fait la connaissance du duc d'Orléans, le neveu du roi Soleil. Le duc d'Orléans ne s'intéresse qu'aux femmes, aux jeux de hasard et au tennis. Et c'est à lui que John Law tente d'exposer son projet pour redresser la France. L'émission de papier-monnaie devait être confiée à une banque chargée de veiller à ce qu'il n'y ait ni trop peu de billets en circulation. C'est une avancée considérable. On s'affranchit des moyens de paiement que je qualifie en général de barbares, comme les pépites d'or. Le papier-monnaie était révolutionnaire. Il n'avait pas de valeur. Il s'agissait de billets imprimés qui dépendaient de la solvabilité de l'émetteur, que ce soit une banque ou tout autre organisme. C'est bien plus simple. Les billets sont interchangeables. C'est comme dans le Faust de Goethe. Ils sont couverts par les trésors enfouis dans le sol. On peut le voir ainsi. Par quoi notre argent est-il couvert? À mon sens, par la capacité de l'État à produire des recettes. John Law est à la fois Faust et Méphisto. Ce dernier est à l'origine de l'idée selon laquelle on peut émettre du papier-monnaie quasiment à partir de rien. On pourrait aussi imaginer que derrière cette création monétaire, comme on dit encore aujourd'hui, il y a une allusion à la création du monde. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. De la même manière, on pourrait dire que l'argent soit, et l'argent fut. Ma lumière, ma raison d'être, ma source d'énergie, c'était Catherine, pas l'argent. Je n'ai jamais prêté attention à ce que pouvaient penser les esprits bornés. Cela ne me dérangeait en aucune façon que Catherine soit mariée et qu'elle le reste malgré le lien qui nous unissait. Elle était de confession catholique et moi j'étais un Écossais protestant.
Par amour pour elle, j'ai consenti à me convertir au catholicisme. Vous ne me ferez pas croire que c'était la seule raison. N'étiez-vous pas motivé par le fait que les catholiques étaient nettement mieux vus à la cour? Il s'agit de Catherine Knolly, une catholique mariée qui était décrite comme arrogante, hautaine et inaccessible. Ce qui a dû provoquer au plus haut point John Law. Il était habitué à conquérir le cœur des femmes sans effort. Et voilà qu'il en rencontrait une qui lui opposait de la résistance. Mais ils s'entendaient bien. Ils étaient tous les deux très ambitieux et formaient un couple parfait. Catherine m'a donné un fils et une fille, qui m'ont tous deux apporté une grande joie. Et même s'ils étaient considérés comme des bâtards du fait que notre union était illégitime, plusieurs rois ont souhaité marier leurs enfants avec les nôtres. John Law était protestant. Il vivait en concubinage avec une catholique mariée qui lui avait donné 2 enfants illégitimes. Il était toujours recherché pour meurtre par la justice britannique qui avait délivré un mandat d'arrêt contre lui. Il avait un passé de séducteur et de joueur. C'était tout simplement inacceptable pour la société de l'époque. C'était une star. Il a parcouru l'Europe comme une vedette. Il est allé à Amsterdam, où il a étudié en détail le système bancaire. Puis il s'est rendu à Venise, où il a séjourné quelque temps. Là-bas, il a encore réussi à accroître ses gains grâce aux jeux de hasard, mais également en organisant des loteries. Un bon banquier doit avoir un 6e sens pour flairer les risques, mais également beaucoup d'imagination pour se représenter certaines choses. Oui, c'est ainsi qu'il faut procéder. Et c'est ainsi que je vais procéder. Mais pour pouvoir jouer avec le papier-monnaie et l'or, il y aura toujours une condition essentielle, la confiance. Je vais l'insuffler aux Français en les persuadant que les billets ont exactement la même valeur que l'or. Tout le pays sera florissant. La faim et la misère disparaîtront du seul fait que l'État aura mis en circulation plus de papier-monnaie qu'il n'existe de pièces d'or. La confiance, c'est la clé du succès. Sa pensée était tellement rationnelle qu'il est difficile d'imaginer que c'était un joueur. John Law a compris qu'on pouvait contrôler la masse monétaire d'une économie grâce à la politique monétaire, aujourd'hui grâce aux banques d'émission, et qu'il était plus judicieux de la contrôler politiquement que de la fixer. Un joueur doit pouvoir peser le pour et le contre. Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce trop risqué? Et bien sûr, il y a une part de risque dans ce projet de création monétaire. L'argent l'intéressait de moins en moins. Il ne pensait qu'à son système, à calculer les risques. Et surtout, il espérait avoir un jour l'occasion d'exposer son projet à un roi pour pouvoir tester son système en conditions réelles, à l'échelle d'un pays. Montesquieu, laissez-moi vous expliquer les choses en détail. Soit des personnes mal intentionnées ont abusé le roi, en lui cachant dans quelle situation se trouvaient les finances de l'État, soit il était tellement inconscient du danger et coupé du réel, tellement aveuglé par sa puissance qu'il a jugé que mon projet n'était pas digne d'intérêt ou qu'il était absurde. Il avait besoin d'aide, d'une nouvelle économie, de nouvelles idées. Bref, il avait besoin de moi. Mais il n'a pas réagi. Il m'a ignoré. J'étais tellement désespéré. Je voulais rendre service à la France. Mes idées auraient pu changer la face du monde de façon radicale. Mais pour les mettre en œuvre, il était indispensable que j'obtienne l'approbation et le soutien de Louis XIV. J'avais besoin qu'il me donne cette chance pour pouvoir sauver son pays du danger qu'il menaçait.
Seulement, le roi n'a jamais accepté de m'accorder la moindre audience. Il a offert ses services en 1713, 1714 et 1715, mais il a été conduit à chaque fois. Il n'a eu ses entrées à la cour qu'après la mort de Louis XIV, grâce à ses bonnes relations avec le régent Philippe d'Orléans. Ils avaient joué ensemble à plusieurs reprises. Et ainsi, il est entré à la cour. Entre-temps, la situation avait changé en France. Le roi Soleil était tombé gravement malade et on se préparait à sa mort prochaine. Êtes-vous prêt, John Law? Qu'y a-t-il? Dans quelque temps, je serai sans doute le régent de France. Et ensuite... Le grand jeu pourra commencer? Patience. Je l'espère. Au moment de la mort de Louis XIV, ses 4 successeurs potentiels avaient tous péri dans des circonstances mystérieuses. L'héritier suivant était encore mineur. Par conséquent, le duc d'Orléans, devenu régent, a eu l'occasion de prendre le pouvoir à Paris et de l'exercer jusqu'à la majorité de l'héritier du trône. Il avait compris que la création monétaire, qui consiste à produire de l'argent à partir de papier, était la continuation de l'alchimie, avec d'autres moyens. On pensait autrefois pouvoir transformer le plomb en or. Et maintenant, on découvrait qu'il était possible de transformer le papier en argent. Ce qui devait arriver arriva. Le lendemain de la mort de notre roi bien-aimé, Philippe d'Orléans... était régent du royaume de France. Et au bout de quelques jours, ce que chacun savait déjà a été divulgué. L'État était en faillite. Il avait sombré dans la banqueroute. C'est alors qu'on s'est souvenu de l'existence de ce... Par quel nom charmant m'avez-vous désigné? Ce risque-tout, ce fanfaron inconséquent, tout droit sorti de l'univers des illusions, comme vous l'avez écrit. J'ai fait l'objet d'un brusque regain d'intérêt car la donne avait changé. John Law, ce petit vaurien d'Écossais, a soudain été élevé au rang de sauveur de la nation. Que de temps perdu qui aurait pu être consacré à redresser la situation. Et le duc d'Orléans ne m'a pas été d'un grand secours, je dois bien l'avouer. Il passait le plus clair de son temps avec ses nombreuses maîtresses ou bien avec ses éphèbes. Mais bien qu'il n'eût pas un seul moment de lucidité dans la journée, l'idée de faire de l'argent à partir du néant a vite suscité son enthousiasme. D'ailleurs, sa cupidité était encore plus ardente que son goût pour les plaisirs de la chair. Mais il n'était pas idiot. Il comprenait où John Law voulait en venir. Il lui a donc donné la possibilité de créer une banque. Cependant, comme il doutait de sa réussite, il lui a dit « Vous pouvez créer votre banque, mais elle sera privée. » Bien sûr qu'on peut confier les finances d'un État à un tel personnage. Pour un non-averti, le jeu est associé aux flambeurs, aux fluctuations extrêmes, à un mode de vie irresponsable. Mais quand on pratique un jeu avec succès pendant des années ou des décennies, l'analyse est la condition fondamentale pour trouver le chemin du succès. Celui qui sait analyser et se forger une opinion est capable de gérer correctement les finances de l'État et d'assumer des responsabilités pour les autres. J'étais sûr que ça fonctionnerait. J'avais tout prévu, dans les moindres détails, j'avais tout calculé. Et vous avez misé votre argent? J'étais persuadé que je réussirais. C'est pourquoi j'ai investi toute ma fortune personnelle.
Cette banque a connu un essor incroyable. Elle était habilitée à émettre des billets. On pouvait apporter ces pièces d'or et d'argent et les échanger contre du papier-monnaie. La masse monétaire a rapidement été multipliée par 4. Des liquidités sont revenues dans le circuit commercial. Le duc d'Orléans a soutenu John Law et il a même décrété qu'il serait possible de payer ses impôts avec du papier-monnaie, ce qui a donné un formidable élan au système. Puis, il a eu l'idée astucieuse de se rendre en carrosse à la banque et d'apporter un trésor en pièces de monnaie pour que le peuple puisse voir que le duc d'Orléans faisait confiance à John Law. Et comme vous le savez certainement, mon cher Montesquieu, en accordant sa confiance à mon projet, le régent a fait un très bon calcul qui lui a assuré la richesse. Tout est une question de confiance. C'est une condition essentielle. Je crois qu'il a très bien compris que l'argent et le crédit étaient une question de confiance. Si les gens croient à quelque chose, en l'occurrence à un bout de papier sur lequel est écrit « ce billet a telle valeur », s'il y a la croyance et la crédibilité, alors cette valeur est bien réelle. J'ai une question à vous poser. J'ai entendu dire, au détour de je ne sais quelle conversation, que vous aviez récemment vendu toutes vos charges. Qu'avez-vous donc obtenu en échange? Pour quelqu'un qui ne me porte aucun intérêt, je vous trouve extrêmement bien informé. Excusez-moi, que venez-vous de me demander? Je ne cherche évidemment pas à savoir combien vous avez perçu, mais quel type de liquidité? De l'or? Des billets? Vous voulez parler de votre papier-monnaie? Aujourd'hui, rares sont les Français qui ont encore des billets. Et vous ne faites pas exception à la règle. Selon vous, Montesquieu, qu'est-ce que l'argent? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Ce qui est drôle avec l'argent, c'est qu'on peut en avoir et en devoir. Alors qu'on peut avoir des terrains, mais pas en devoir. Avec l'argent, c'est à double sens, et dans chaque sens, la confiance est nécessaire. Le papier-monnaie n'est qu'un symbole de la confiance. Et c'est sur la confiance que repose tout notre système mondial. C'est là que se situe le trait de génie de John Law. Oui, d'accord, mais le risque était très grand. Non! Écoutez-moi bien, écoutez très attentivement, et peut-être que ça vous aidera à décrire enfin les choses comme elles étaient. Toute l'Europe regardait la France avec jalousie. L'argent était soudain disponible en quantité suffisante pour relancer le commerce. Les arts et l'artisanat avaient trouvé un nouveau souffle. Les gens affluaient de toutes parts pour saisir leur chance et pour contribuer au développement économique. Il aurait pu en rester là. Il avait atteint son but et imposé ses idées. Il avait prouvé que son système fonctionnait. Il était reconnu et admiré. Les Français clamaient « Vive le roi et John Law ». Il était presque aussi célèbre qu'un monarque. Mais ça ne lui suffisait pas. Bien sûr, il n'était pas question d'en rester là. Pour que l'économie soit florissante, il fallait que je libère la France de l'écrasant fardeau de sa dette publique. Et pour cela, j'avais besoin que les gens fassent encore plus confiance au système financier que j'avais mis au point. La solution... C'était la Louisiane. Oui, la Louisiane. C'était la Compagnie des Indes, qui était également désignée sous le nom de Compagnie du Mississippi. La conquête du Nouveau Monde. Un territoire dont il était difficile de mesurer l'immensité. Rendez-vous compte, un continent entier qui regorgeait de trésors enfouis, de richesses qui n'attendaient que d'être découvertes. Mais il fallait d'abord trouver un capital très important, immense. Et donc des actionnaires. Oui, car il fallait que le peuple aussi puisse réaliser des profits sur les découvertes futures. Il faut bien savoir qu'à l'époque, la couronne consacrait environ 60% des recettes annuelles de l'État au remboursement des seuls intérêts de la dette publique. Et John Law a réussi à résorber cette dette en incitant les citoyens à acheter des actions de sa Compagnie des Indes. C'est un exploit titanesque. C'est comme si on parvenait à apurer la dette actuelle de la Grèce en l'espace de 2 ans.
Et il n'a pas fallu plus de temps à John Law pour solder entièrement le passif du Royaume de France et réduire les intérêts de plus de 50%. Il possédait la plus grosse société commerciale du monde. Il était pour ainsi dire propriétaire d'un tiers de l'Amérique actuelle. Il était devenu l'homme le plus riche de la planète. Et il faisait jeu égal avec n'importe quel roi en Europe. Nous avons gagné une véritable fortune. Dès que John Law entreprenait quelque chose, tout le monde voulait l'imiter. C'est comme quand Warren Buffett entre au capital d'une entreprise. Les gens se disent « Cet homme est milliardaire, il sait ce qu'il fait, moi aussi je vais acheter des actions de cette entreprise ». Personne ne savait ce que valaient ces colonies. Si vous achetez des actions d'une société qui exploite une mine d'or ou produit des énergies alternatives, c'est pareil. Vous achetez du vent. Ça peut s'avérer rentable, ça peut être aussi un mauvais placement. Catherine! Catherine! Catherine, j'ai réussi! Mon système fonctionne! Ça marche! Es ist die Gier. Es ist die Gier der Anleger. Par cupidité, l'investisseur veut un rendement maximal, au moins aussi élevé que celui du voisin, sans quoi il se sent stupide. Et les gens croyaient à l'exploitation des richesses coloniales. Bien entendu, ils étaient si confiants qu'ils m'arrachaient des mains les actions de la Compagnie des Indes. Aussi bien les domestiques que les princes du sang. Chacun voulait gagner de l'argent facilement et rapidement. La France, et en particulier Paris, étaient dominés par la spéculation et un optimisme excessif. C'est là que les choses ont commencé à basculer. John Law a retrouvé ses réflexes de joueur aventureux et il s'est mis en tête qu'il pourrait transposer son modèle de système bancaire aux sociétés commerciales sur d'autres continents. Les gens se sont mis à investir, à acheter des biens et à spéculer en bourse. Dans la rue Quincampoix, les actions s'échangeaient jour et nuit dans un tel vacarme que les riverains se plaignaient. Des premières lueurs du jour jusqu'à la fin de la soirée ou au milieu de la nuit, on ne faisait que crier et marchander. On s'arrachait les actions. Même les citoyens les plus modestes se joignaient à la foule. Les gens simples ressentaient le besoin de spéculer et voulaient eux aussi tenter leur chance. En l'espace de quelques semaines, il était possible de réaliser des profits considérables. Le cours des actions est passé en quelques mois d'environ 500 livres à 10 000 livres. C'était l'une des plus grandes bulles spéculatives de l'histoire. Elle s'est emballée bien plus que la bulle technologique. On voyait des valets acheter des actions, et comme les cours grimpaient d'heure en heure, ils empochaient leurs gains et présentaient leur démission à leur seigneur, parce qu'ils étaient devenus assez riches pour couler une retraite confortable. On assistait à une poussée de fièvre spéculative. Dans certains quartiers de Paris, on ne se consacrait plus qu'à la spéculation, et les gens affluaient de tout le pays pour gagner de l'argent. C'était une situation extrême. John Law avait explicitement souhaité que chacun puisse participer à ce succès. Il voulait toujours œuvrer pour le peuple. C'était sans doute la première fois que les couches les plus modestes de la société avaient la possibilité de s'associer à une entreprise et à ses bénéfices à venir. Agir pour la France, améliorer le monde, accroître la prospérité, dynamiser l'emploi et combattre le chômage, voilà quel était son objectif. Les gens s'imaginaient qu'il était désormais possible de devenir très riche sans effort. Ils contractaient des crédits auprès de la Banque royale, puis ils achetaient des actions qu'ils revendaient. D'innombrables récits évoquent le cas de servantes ou de cochers qui ont gagné des millions de livres. Et c'est à cette époque que, pour la première fois de l'histoire, les médias ont employé le mot « millionnaire ». J'ai totalement bouleversé l'ordre établi dans le monde entier et j'ai prouvé que chacun pouvait devenir riche, quel que soit son rang social. Vous avez transformé des gens simples en millionnaires. Exact.
La spéculation sur la compagnie du Mississippi a bouleversé la société. Les nobles se pressaient pour obtenir un rendez-vous avec John Law. Des roturiers avaient fait fortune très rapidement. J'imagine que ce retournement de situation, tant sur le plan social qu'économique, a nourri le sentiment que le caractère divin et naturel de la hiérarchie des classes n'était peut-être pas si divin qu'on le pensait. Il voyait bien qu'il y avait une bulle, mais il était persuadé de maîtriser la situation. Cependant, il semblait se déconnecter peu à peu de la réalité. On raconte qu'il se promenait en carrosse avec des dames et qu'en traversant un quartier pauvre, il jetait des poignées de pièces de monnaie aux gens. Comme toujours, le premier à perdre confiance enraye la machine. Un noble s'est senti lésé par l'émission de certaines actions et s'est présenté devant la Banque royale avec 3 carrosses remplies de billets en demandant à les échanger contre des pièces. Sa demande a pu être satisfaite de justesse, mais le régent lui a ordonné de reprendre son papier-monnaie et de n'en convertir qu'un 5e en or. Il a été obligé d'accepter sous peine d'être emprisonné. Bien sûr, l'histoire s'est ébruitée, et ça a été pour ainsi dire l'aiguille qui a percé la bulle. Le premier signe, c'est l'inflation galopante. Il ne comprend pas pourquoi le phénomène prend une telle ampleur. Les prix ont augmenté de 25% en un mois. Il demande alors des explications au duc d'Orléans. Et celui-ci avoue qu'il a fait tourner la planche à billets en permanence, comme un enfant gâté, au point d'inonder tout le pays de papier-monnaie. Si la masse monétaire croît fortement parce que le nombre de crédits accordés augmente, si on donne aux gens les moyens d'acheter plus de biens qu'il n'en existe, alors on entraîne l'économie dans l'inflation. Quand ce processus est durable et soutenu, il entraîne une hyperinflation et l'argent finit par perdre toute sa valeur. John Law pressent alors que tout est fini. Comment retirer ces fonds du marché? C'est un problème que nous rencontrons aujourd'hui ou que nous allons rencontrer. Le second problème, c'est que les premiers colons reviennent de Louisiane en disant qu'il n'y a là-bas ni or ni argent, mais des maladies insidieuses. Et soudain, il a soufflé comme un vent de folie furieuse. Il n'y avait plus personne qui ait confiance en ma monnaie. Les gens n'étaient plus intéressés que par une seule chose, récupérer leur or. Ils voulaient tous des pièces d'or. Je croyais tout maîtriser. J'étais convaincu d'avoir calculé correctement toutes les probabilités. J'étais sûr d'avoir exprimé tous les impondérables sous forme de chiffres et de les avoir intégrés à mon équation. Mais j'avais tort. C'était une erreur, monsieur de Montesquieu. Vous pouvez me croire. L'homme est un être totalement imprévisible. On ne peut ni le raisonner, ni le maîtriser. Le 5 mars 1720 marque un tournant. Ce jour-là, le Conseil d'État du roi a publié un décret stipulant que le prix de l'action de la Compagnie des Indes à la Bourse de Paris était fixé à 9 000 livres. Cet arrêt a brusquement mis fin à tout fantasme sur l'évolution des cours et des milliers de spéculateurs ont cherché à se débarrasser de leurs actions. Non. Ça n'est pas possible. Le Conseil d'État du roi, le régent. Pourtant, mon système fonctionnait. C'est certainement une erreur. S'ils ont vraiment fait ça, alors tout est terminé.
Les billets émis par John Law n'étaient que partiellement couverts par de l'or. Et le système s'est retrouvé dans une situation critique quand les gens se sont présentés en masse pour échanger leurs billets. Il n'y avait plus d'or et le système s'est effondré. Bien sûr, les conséquences ont été désastreuses. À Paris, l'inflation a explosé et des spéculateurs ont acheté des biens qui se raréfiaient, ce qui n'a rien arrangé. Il interdit la possession d'or. C'est une mesure que les gouvernements prennent en général pour qu'on ne puisse pas conserver des fortunes en valeur refuge. Mais les gens n'en tiennent pas compte. Ils achètent des objets sacrés comme des crucifix en or que John Law a oublié d'interdire. Commence alors un jeu du chat et de la souris. Plus l'interdit s'étend, plus on cherche à le contourner. Le régent sent que le vent a tourné et il veut se débarrasser de John Law. Il ne veut pas être le bouc émissaire et ne tient pas à ce que John Law le rende responsable de cette situation. On a d'abord recouru à des dévaluations, puis on a distribué des pelles et des pioches à des mendiants qu'on a envoyés arpenter les rues de Paris pour clamer que l'exploitation de l'or allait commencer en Amérique, ce qui relevait de la plus grossière mascarade. Ensuite, on a pris des mesures coercitives quasi socialistes. On a procédé à une mise sous séquestre des capitaux, mais ça n'a pas suffi à calmer la colère du peuple. Et quand il n'a plus été possible d'échanger les billets, John Law est soudain passé du rang de génie à celui de scélérat. Il s'est réfugié dans le palais du régent et il était obligé de se déplacer incognito ou escorté de gardes, sans quoi il aurait sûrement été agressé. Ça aurait pu fonctionner parfaitement. Si l'État n'avait pas tout fait échouer avec ses initiatives insensées, comme fixer le cours de l'action par un arrêt. Imprimer du papier-monnaie à tout va. Je voulais aider la France à s'enrichir. Monseigneur ? Les Français n'ont plus touché au papier-monnaie pendant des décennies. Les billets ont refait surface bien plus tard. Mais après cette expérience malheureuse, tout le monde était échaudé. Mes idées n'étaient-elles pas présomptueuses? Mon système aurait-il vraiment pu fonctionner durablement? Malgré l'échec de son système, John Law a transformé en profondeur la France sur le plan social, scientifique et politique. Le crédit est l'une des inventions les plus importantes des temps modernes, car c'est le seul moyen d'avoir une économie réellement moderne et développée. Il a ouvert la voie à notre système monétaire et financier. Je ne conçois pas une société sans crédit. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui n'ont pas confiance que de gens qui ont confiance. Et donc, le plus grave de ce qui se passe aujourd'hui, et de la crise qui est en cours, il y a eu la crise bancaire, qui suivait une crise immobilière, qui suivait une bulle du crédit à taux très bas et du crédit non régulé. Et donc, on est dans ce système où, je dirais, le manque de confiance a un effet exponentiel sur l'ensemble des acteurs, qui fait que le manque de confiance entraîne le manque de confiance, qui entraîne le manque de confiance. La confiance, rien de plus. Dans tout rapport humain, la confiance est nécessaire. Ma stratégie a fonctionné, du moins jusqu'à ce que ces sombres imbéciles entreprennent de saper la confiance du peuple.
Pour gagner, il faut savoir compter en une fraction de seconde. Il faut savoir compter vite. Je ne pouvais pas et je ne voulais pas résister à cet univers. Ils ont osé m'accuser d'être à l'origine du désastre. Ils m'ont chassé comme un chien galeux. Tout le monde demandait à récupérer son or. Le succès était tout près. Avec mes idées, il aurait été possible de réinventer le monde. J'ai totalement bouleversé l'ordre établi dans le monde entier. J'avais tout prévu, à l'exception de la cupidité des hommes. John Law de Lauriston succombe à une pneumonie en 1729 pendant le carnaval de Venise. Nombre de ses idées sur la politique monétaire constituent la base de notre système financier actuel.